Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus d'un savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant des dizaines de passionnés peuvent nous concocter des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite à m'accompagner pour découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, je suis avec François Marquis de la distillerie Côte-des-Saints. C'est ça, François? C'est ça, effectivement. En fait, c'est le nom du rang à Mirabel où la distillerie est localisée. Okay. Puis, comment vous est venue l'idée de partir une distillerie? En fait, c'est vraiment l'aventure de tripeux, de vrais tripeux. Chaque personne, parce qu'on est 8 dans cette aventure-là, plus notre maître distillateur. Mais à la base, c'est un noyau de 8 personnes qui sont des passionnés d'alcool fin, de vin, et qui voulaient simplement essayer de créer les meilleurs produits, ceux qu'on trouve pas, et de les offrir aux gens. C'est vraiment une idée de partage, de dire on veut créer des produits exceptionnels et les rendre accessibles aux gens. OK. Parce que toi, dans la vie, tu es médecin. Oui. En fait, je suis médecin de soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. OK. Puis, tu as décidé de te lancer dans l'alcool. On en parlait un petit peu en entrevue avant, que l'espèce, pas de dilemme, là, mais de vendre l'alcool qui est une toxine quand on est médecin. Mais tu as eu une super belle réponse, fait que je vais te laisser l'expliquer. Bien, tu sais, je pense que comme beaucoup de choses dans la vie, tout est une question d'équilibre. Et il y a énormément de choses qu'on prend pour inoffensives, la nourriture, l'eau, qui ont des doses toxiques. Et donc, l'alcool, à travers ça, c'est une substance comme une autre. Et tant et aussi longtemps qu'on reste raisonnable, il n'y en a pas de problème. Et je dis toujours boire moins, mais boire mieux. Et à un moment donné, c'est certain qu'on passe tous vers une petite phase où, peut-être en plus jeune âge, il y a un intérêt de l'hybriété. Bon. Mais ça fait partie de la vie, puis on passe à autre chose. Et moi, à travers la distillerie, j'ai aucun problème à faire la promotion de très bons produits parce que je dis pas à personne vider la bouteille. Ce que je dis aux gens, c'est ayez du plaisir en société, restez raisonnable, soyez prudent, conduisez pas. Toutes les choses de base. Je pense que les gens sont rendus extrêmement matures au Québec. On n'a pas... moi, j'ai des flashbacks des années 80. Là. Je pense que notre société a énormément changé par rapport à sa perception et son utilisation de l'alcool. Et je suis extrêmement à l'aise d'être un docteur qui vend des produits de l'alcool. Oui, parce que ça peut être considéré un peu comme un médicament, comme un autre, mais en même temps, c'est ça, un des plus gros problèmes de notre monde moderne, c'est le stress. Fait que là, un petit verre tranquille, c'est bon pour le stress, ça calme un peu. Fait que... Exactement. Puis il n'y a rien de plus plate qu'une vie plate. Ça aussi, c'est extrêmement nocif pour la santé. C'est que des fois, d'être capable de relaxer un petit peu, d'avoir des échanges plaisants en famille présentement, parce qu'on est tous confinés, mais plus tard en société, je pense que ça a sa place, comme tout, avec modération. Puis là, comme premier produit à la SAQ, vous avez le gin, qui s'appelle du nom de la distillerie, Côte-des-Saints. Veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, alors ça, c'est un gin qu'on a eu énormément de plaisir à fabriquer. D'une part, parce que ça a été dès le début une situation de partage, c'est-à-dire qu'on s'est tous les partenaires, on s'est assis avec nos collections de gin, ce qui a fait quand même une quantité impressionnante de gin sur plusieurs tables. Et là, on a travaillé vraiment une dégustation pour identifier les saveurs que tout le monde aimait, puis on a travaillé sur des prototypes et vraiment pour se faire plaisir et créer quelque chose qui allait être assez unique. Et nous, à la base, on est des producteurs de whisky. La distillerie a été créée vraiment pour mettre un whisky québécois sur le marché, un whisky de très haute qualité. Et un whisky de qualité prend du temps. Donc, en attendant, on s'était dit, on va essayer de se faire le gin qui nous ferait triper, le gin qu'on dirait, wow, ça, c'est rendu mon gin. Et comme notre distillerie produit son propre grain, qu'on fabrique vraiment tout à partir de zéro, on a nos propres champs, on a 25 hectares
de champs qu'on plante à chaque été. On voulait garder ça. Alors nous, notre gin, ce qui est intéressant dedans, c'est que le grain est là. Fait qu'on pense toujours qu'un gin doit commencer avec un alcool neutre. Hein? C'est une espèce de règle. Il faut que l'alcool soit neutre. Fait que techniquement, c'est une vodka avec laquelle on infuse du genièvre et d'autres sortes d'herbes. Nous, on a décidé de traiter notre céréale comme un botanique. Alors, dans notre liste d'ingrédients, au lieu de monter notre alcool à un alcool absolument neutre à 96-ish% d'alcool, on l'arrête à 94. Pourquoi? Parce que l'esprit du grain va passer. Alors, c'est pas de la bière au gin, faut comprendre. C'est que c'est juste que on va aller, quand on fait notre alcool neutre, on va aller chercher un peu de la mémoire du grain. Et ça amène une finale, mais d'une douceur remarquable. Ça donne l'illusion un peu d'un sucre résiduel, alors qu'il n'y a jamais de sucre qui est rajouté dans un gin. Et ça amène une très, très longue finale qui est absolument délicieuse. Pour le reste, naturellement, du genièvre. On a aussi vraiment, on a un goût de genièvre dans le sens où c'est un gin qui est assez présent en bouche. Là. Il y a une bonne attaque. Ensuite, le romarin vient nous chercher. Chez nous, le citron est en fait un citron entier qu'on met dans notre processus. Souvent, les gens vont juste utiliser de l'écorce puis ils jettent le reste de l'agrume. Nous, c'est comme l'agrume, il va au complet. Et dans le processus, de la façon qu'on choisit notre agrume, il n'y a pas d'amertume associée au petit blanc là, du citron qu'on laisse puis qui fait pas très bon. Là. Ça, on retrouve pas ça du tout. Fait que c'est des assemblages un peu créatifs, mais à chaque étape, l'idée, c'est qu'on est toujours allé chercher les meilleurs ingrédients. Et c'est un peu ça qui était l'esprit derrière notre gin. C'est un gin absolument sans compromis pour annoncer un whisky absolument sans compromis. Oui, c'est ça. Puis tu le disais tantôt, boire moins, ben boire mieux. C'est ça. Fait que quand tu te concentres vraiment pour aller chercher le meilleur de chaque étape, tu n'as pas le choix que le produit final, ça soit de qualité. Oui. Et l'avantage de pouvoir avoir nos propres champs, c'est qu'on contrôle vraiment absolument tout. Et ça, je pense que c'est ce qui nous permet de maintenir ce niveau de qualité-là. Et pour ce qui est des ingrédients qui rentrent dans le gin, on se le cachera pas, là. Il y en a des 3/4 qui poussent pas au Québec, là. C'est ça la réalité. Nous, on a choisi d'aller vraiment sur la qualité, sur l'assemblage, et on a nos fournisseurs. Et c'est pas on peut remplacer telle chose par l'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Notre recette vient avec des fournisseurs extrêmement précis pour avoir un goût extrêmement précis, qui est donc, on peut reproduire beaucoup plus facilement. Mais c'est certain que pendant une époque COVID, l'approvisionnement de certains ingrédients est un peu plus problématique. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait stocké beaucoup au début de la crise. Ben, tant mieux, comme ça, vous pouvez continuer à produire puis rendre les gens un petit peu plus tranquilles chez eux. Mm-hmm. Puis vos champs, c'est surtout maïs, de l'orge, du seigle, c'est... Alors, on est 100% orge. C'est parce que c'est, à la base, on se rappelle, c'est pour faire notre whisky. Notre whisky est un whisky de tradition écossaise, 100% malt. On n'est pas dans le bourbon, on n'est pas dans le rye. J'ai rien contre ces produits-là, c'est juste, c'est pas là qu'on a décidé d'aller. Fait que nous autres, on est dans le malt complètement. Naturellement, une céréale qui pousse extrêmement bien au Québec et aussi qui est très avantageuse au point de vue écologique. L'empreinte de carbone est relativement basse sur le malt. Pour nous, en ayant nos champs aussi en arrière de distillerie, on peut le surveiller à chaque jour. Puis quand on dit c'est aujourd'hui qu'on récolte, c'est aujourd'hui qu'on récolte. D'ailleurs, on a semé cette semaine. Puis ça, on n'a pas parlé avant, fait que je ne sais pas comment vous roulez, là, mais le maltage, est-ce que c'est vous autres qui le maltez sur place ou c'est juste la céréale qui est utilisée avec des enzymes? Ou... Alors non, on n'est pas très enzyme, on est plus vraiment sur la méthode traditionnelle. Encore là, le choix des enzymes, hein, moi je fais beaucoup de recherche et développement. Il y a une place pour tout, là, mais c'est juste, nous, on a décidé d'y aller le plus naturellement possible. Présentement,
on a une entreprise qui s'occupe de notre maltage, qui fait un excellent travail, qui contrôle très bien tous nos lots. Donc, ce qu'on envoie, c'est ce qui revient. Ça, c'est quelque chose qui est important. On a une traçabilité de chaque poche. Mais c'est certain qu'on a l'installation qu'on est en train de développer pour commencer le maltage à petite échelle. Parce que c'est certain que de faire son maltage soi-même est un défi absolument dantesque. Et donc, probablement qu'on va réserver notre propre maltage au whisky pour commencer à certaines bouteilles de whisky. On a aussi un fumoir dans la plus pure tradition écossaise avec notre tour du Québec. Ça va être aussi la prochaine étape. Là, quand on va faire notre maltage, on va commencer à fumer notre grain aussi. Pas pour le gin, naturellement, là, juste pour le whisky. Quoi que je dis naturellement, mais j'ai toujours la tête à essayer de développer des choses avec mes collègues. Qui n'est pas dit qu'on ne verra pas un produit tordu arriver à un moment donné, mais pour l'instant, là, on n'a pas encore utilisé. Bon. Okay. Puis vos premiers whiskies, ils vieillissent depuis combien de temps là, aujourd'hui? Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'au Québec, comme au Canada, c'est 3 ans pour pouvoir sortir un whisky. Là, ça, c'est légal. Nous, il nous reste encore 2 ans. Ça fait que ça... Il y a beaucoup de gens qui ont hâte d'y goûter. Nous, on triche un petit peu. Naturellement, ça s'appelle la qualité, recherche, qualité, développement. Pas le choix. Il faut se dévouer. Il faut. Et il y a des produits extraordinaires qui s'en viennent. On est étonnés. On a des professionnels, là, des collègues à Matt qui sont venus visiter, qui ont goûté à l'aveugle de nos berries et qui nous ont dit que on pourrait, d'un point de vue gustatif, déjà le mettre sur le marché. On a un programme de berries sur lequel on a planché énormément. On a des berries exceptionnelles pour le vieillissement du whisky, dont on est très fiers. Je ne sais pas si les gens réalisent, mais trouver du bon berry, c'est extrêmement compliqué. Et on a du Pedro Ximénez, on a du Porto, on a du Sherry, on a les fameux berries en érable japonais, en chêne japonais. On a réussi à en avoir. On a de l'Armagnac, on a du Sauterne. C'est extrêmement complexe. C'est une chasse au trésor. Quand ces barils-là arrivent sur le marché, il faut être capable de sauter dessus, il faut les importer rapidement, il faut aussi les remplir rapidement. Et ça, c'est ce qu'on fait là, de façon diligente. Et tout ça, on empile. Il y a des choses vraiment surprenantes et le whisky vieillit très, très bien et très rapidement au Québec. Alors, c'est une particularité qu'on a comparativement à des pays à température constante. L'Écosse, il ne fait jamais très chaud, il ne fait jamais très froid. Ça fait que le vieillissement est lent. Quand on passe de moins 40 à 40, ce qu'on fait assez fréquemment au Québec, ça amène un vieillissement accéléré. Là. Ça, c'est certain que présentement, on ne fait pas rouler nos entrepôts avec moins 40-40, là, mais quand même, c'est impressionnant. Là, on est extrêmement surpris de la tournure là, du vieillissement. Je t'écoute parler de tes whiskies, puis j'en salive déjà, là, j'ai hâte. la couleur, quand on a ouvert le premier baril de Porto, la couleur que ça avait, c'était comme juste wow. Et on a aussi beaucoup de barils de Bourbon, et là, on a des barils là, qu'on commence à promener d'un baril à l'autre, parce que naturellement, si on laisse du whisky 3 ans de temps dans un baril extrêmement puissant, mais il y a quelque chose qui existe comme trop barriquer un whisky. Donc, à un moment donné, comme on disait, hein, il y a une modération aussi dans les saveurs. On peut pas juste dire je vais vous faire une bombe de Porto. À un moment donné, trop, c'est trop. Et c'est là que d'avoir Matt Strickland, qui est notre maître distillateur, c'est une perle extraordinaire, puis il a une connaissance. Et il peut juste, comme malgré sa jeunesse, parler de ça. C'est extraordinaire là, de l'avoir avec nous. Fait que là, minimum encore 2 ans avant qu'on puisse goûter ça en SAQ. Là, il y a votre gin. Puis, entre-temps, vous développez d'autres produits là, que vous envoyez sur le marché là, pour rentabiliser un peu votre investissement. Là.
Ben, il y a la rentabilisation est une chose, mais ça, c'est des produits de niche. Ce qui va sortir, là, c'est une liqueur de cacao. Là. Déjà, les gens, des fois, j'en parle à l'hôpital, les gens disent, c'est comme un flashback des années 80. Je dis, non, 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 non. C'est parce qu'on l'a fait, parce qu'encore une fois, on n'était pas satisfait de ce qu'il y avait sur le marché. Nos papilles n'étaient pas satisfaites. On est allé chercher les meilleurs chocolats de plantation, des chocolats qui sont vraiment des espèces traditionnelles. Là. C'est pas ce qui se commence dans votre tablette de chocolat standard. On les fait importer par petits lots. On fait une technique assez complexe où on les infuse dans l'alcool. On infuse le chocolat après qu'on ait fait la torréfaction est faite sur mesure, fait que c'est pas une torréfaction commerciale. Fermentation, après ça ça patauge dans l'alcool, là, on a une infusion. Après ça, une distillation. Et après, on réinfuse certaines parties du chocolat pour aller chercher les huiles plus lourdes qui n'ont pas passé dans le processus. Ça donne une liqueur extraordinaire pour les amateurs de vrai chocolat. Ça n'a rien à voir avec du sucre liquide. On met un minimum de sucre dedans parce que sinon, encore là, ça peut être assez impressionnant. Il y a une amertume qui peut être assez impressionnante. Et ça, c'est un produit de niche. Ça va arriver en très, très, très petite quantité. Et encore là, ça, c'est un produit qu'il va falloir peut-être venir le chercher à la distillerie directement. Il n'aura pas des millions de bouteilles, mais c'est un produit dont on est extrêmement fier. Et juste la couleur, ça hurle chocolat. C'est d'une beauté. Là. C'est un doré profond qui tire sur les marrons, les chocolatés. On ouvre ça sent dans la place. C'est délicieux. Et ça, c'était une de mes prochaines questions. Fait que vous avez une boutique sur place où est-ce qu'on peut passer et acheter? Oui, c'est ça. C'est que les produits sont distribués à la SAQ, mais certains produits niches, dont probablement le chocolat, va être surtout distribué à la distillerie. Les heures d'ouverture, c'est peut-être, là présentement, tout est fermé à cause de la COVID. Quand ça va repartir, nos heures d'ouverture sont sur le site web. Là, c'est certain que pour maintenir nos activités, là, c'est sur place. Là, je veux dire, c'est la distillerie. On ouvre surtout les fins de semaine. Mais probablement là, qu'à travers le déconfinement, ça va être important d'appeler ou de regarder sur le site web. Et puis pour l'instant, est-ce qu'il y a des visites guidées dans la distillerie ou c'est juste la boutique? Il y en avait avant qu'on se fasse bouffer par le COVID, mais effectivement, sur réservation, là, il y a des heures, on fait des visites. Il faut comprendre que c'est un milieu qui est industriel. Notre alambic est absolument glorieux. On a un beau Vendôme là, de 750 gallons en cuivre. Mais c'est une bête qui fonctionne. Nous, on travaille à la vapeur parce qu'on veut pas risquer de brûler quoi que ce soit. Fait que, des fois, il y a des jets de vapeur, il y a de l'eau. On faut faire des petits groupes, il faut passer à des moments clés pour la sécurité de tous. Par contre, ça nous permet ça d'avoir des produits extraordinaires. Et pour les tripeux de technologie, notre système de refroidissement est complètement géothermique. C'est qu'on a des puits, on recycle notre eau. C'est qu'encore là, une façon de diminuer notre empreinte là, sur l'écologie, parce que on sait que les distilleries, on est des consommateurs d'eau, c'en est gênant. L'eau passe 15 secondes dans ton alambic, puis whoop, elle est goût. Nous, c'est qu'à part du puits 1, à toute façon, on travaille dans l'alambic. 1 200 000 BTU de refroidissement, ça retombe dans le deuxième puits. Et après ça, le lendemain, ben, on alterne. Puis entre deux, ben, la terre fait son travail de refroidir notre eau. Donc, quelque chose où je pense que tout le monde y trouve son compte. Wow, c'est cool, ça, de penser plus loin que juste le produit, puis tout, de penser vraiment une sorte de t'entendre parler. Oui, ben, mais c'est ça, c'est quand tu construis à partir de zéro avec 8 personnes qui sont tous des tripeux, c'est certain que tu veux faire un beau produit, mais pas un produit à tout prix, en voulant dire avec peu importe les empreintes et tout ça. Les gens aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, ont changé leur perception de l'alcool et ont des exigences qui sont adéquates parce que c'est garbage in, garbage out. Moins que tu mets de trucs bizarres dans ton produit, plus la qualité va être là. Puis honnêtement, quand tu le fais à partir de zéro, c'est pas beaucoup plus dur de faire un produit qui a une empreinte écologique faible. C'est pas beaucoup plus dur de faire un produit qui va respecter tout. Puis tant qu'à fabriquer une distillerie, ben, tu peux tout de suite prévoir tes équipements
avec cette vision-là. Est-ce qu'il y a 15 ans, on y aurait pensé? Peut-être pas. La société n'était pas rendue là, mais pour nous, ça devenait une évidence aujourd'hui, là. On ne pouvait pas rester dans le même paradigme des grosses distilleries qui consomment, là. Okay. Puis là, c'est ça, votre gin, il est gorgé de saveur. Là, tu as une bouteille dans le congélateur, puis tu vas nous montrer la différence entre le produit chaud et le produit froid. Oui, je vais aller chercher ça. J'arrive. Donc, le défi, c'était vraiment de dire quelle est la quantité maximum de saveur qu'on peut mettre dans un gin. Et c'est ça que ça donne, la différence entre les deux. Là, c'est pas de la condensation sur la bouteille, c'est vraiment la couleur que prend le gin. Et ça, l'explication est extrêmement simple, c'est que la plupart des saveurs sont des huiles. Et ce qui diminue la solubilité d'une huile, c'est la concentration d'eau par rapport à la concentration d'alcool et la température. Et nous, on est juste sur la limite où ça précipite. Alors ça ne va pas tomber dans le fond comme de la poussière, là. C'est dès que la bouteille se réchauffe, elle va redevenir claire. Mais quand on fait un mix, qu'on met une glace dedans, on voit la brume apparaître dedans. Et nous, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est vraiment le gin du Québec parce qu'il y a une tempête de neige et on peut voir la saveur. Et pour nous, c'est un gage de qualité et chaque batch est testé pour être absolument certain qu'il a fait son petit virement là, de couleur parce que c'est beau vérifier la teneur en alcool, là, ça c'est bon pour la SAQ, mais pour nous, ça rentre dans notre contrôle de qualité. Est-ce que notre gin change de couleur? Fait que les gens ne doivent pas s'inquiéter. On en avait vendu, les premières batches sont sorties juste avant Noël. Puis naturellement, il y a des gens qui l'avaient acheté, c'est resté dans la voiture, ils sortent la bouteille, elle est blanche, ils disent « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Fait qu'on a fait un gros travail là, pour expliquer aux gens, mais pour nous autres, de le voir virer blanc, sur le coup, c'était un peu une surprise. Puis après, on a compris qu'est-ce que ça voulait dire, à quel point ça voulait dire tu peux pas rentrer plus de saveur dans cette bouteille-là, là, ça arrivera pas. Mais c'est complètement différent là, du Pernod ou des trucs anisés ou de ça c'est la précipitation des terpènes, c'est une autre chose. Mais nous autres, c'est vraiment juste les huiles qui sortent de solution puis qui vont retourner en solution dès que le produit se réchauffe. Un gros merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nous autres. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que pour nous, c'est vraiment le plaisir de partager. C'est ça qui est le moteur de notre distillerie. Et attendez-vous à voir des produits de niche, des produits de marque, mais des produits qui sont accessibles au palais, accessibles aux bourses, parce que c'est ça, nous, c'est le partage des plaisirs raffinés. C'est ce qu'on veut faire. C'est un peu notre direction qu'on prend. Et le but, c'est ça, c'est de faire partager aux gens les produits qu'on aime et qu'on a cherchés pendant des années. C'est vraiment intéressant de t'entendre parler, de passionné, puis ça donne le goût de découvrir vos produits. Là. Fait que j'ai hâte de voir la crème de chocolat sortir. Là. Ça va être... C'est vraiment quelque chose. Puis évidemment, vos whisky, on va attendre un petit peu, là, mais ça aussi, ça augure bien. Oui, dès qu'on va pouvoir, c'est certain là, qu'on a des barils qui attendent impatiemment, là, qui grognent, qui veulent sortir sur le marché. Là. Puis la réouverture, vous allez, pour les visites et la boutique, vous allez suivre qu'est-ce que le gouvernement va dire ou si vous allez plutôt l'annoncer sur Facebook un peu partout, mais que ça réouvre? C'est certain qu'on n'ira jamais contre le gouvernement, là, ça serait un petit peu gênant. Mais oui, restez accrochés sur les plateformes, les médias sociaux, l'Internet, le site web. On va annoncer là. Si vous avez un doute, appelez, envoyez posez vos questions, on répond. Puis c'est certain que quand on va être ouvert, on va essayer de faire quelque chose pour que ce soit évident pour tout le monde qu'on est là, qu'on est ouvert et que vous pouvez passer. Combien de temps de Montréal à peu près se rendre chez vous? Ça dépend surtout du trafic, mais je dirais c'est sorti de 31 de la 15 Nord. Je suis capable de le faire en 30 minutes là, quand on n'est pas pris. Là. C'est très accessible de Montréal. Puis du moment que tu sors de l'autoroute, c'est pas compliqué. Là. Ça a été 7 minutes, 8 minutes de l'autoroute. Là, c'est que c'est pas très, très, très facile à trouver. Parfait. Un gros merci, François, de ton temps. On sait que tu travailles fort ces temps-ci, pas mal, tout le temps, mais spécialement avec le COVID. Donc, un gros merci.
puis on va aller vous visiter, c'est sûr. Hey, un gros merci d'avoir permis de partager cette belle aventure-là avec toute la gang. Merci. Bye bye.